Placée à l'extrémité ouest de la vieille Europe, la presqu'île du Cotentin, terre des Vikings dans le département de la Manche, est bordée par la mer sur 3 de ses côtés. L'ouest de la presqu'île, avec ses îles et rochers bordés de dangers immergés, est parcouru par des courants violents et des marées impressionnantes, qui font émerger les montagnes de granit lorsqu'elles se retirent, comme à Chauzet ou encore aux Écréaux. Au nord, les forts courants qui entrent dans la Manche Est balayent les deux côtes entre les deux rats, réputés et craints des marins. Le rat Blanchard, à la pointe de la Hague, et celui de Barfleur, à la pointe de Gatteville. Puis enfin, à l'est, on passe des côtes rocheuses de Barfleur et du Val de Serre, pour arriver aux longues plages de sable bordées par la baie de Seine, et enfin, à la baie d'Évez. Ce sont des forts courants qui ont forgé ces côtes granitiques au relief déchiré, qui décrivent tellement bien cette péninsule. De ces côtes accueillantes et sauvages, nous nous intéressons aujourd'hui à la vie sous-marine qui les borde, et plus particulièrement par une zone baignée par la fin du Gulf Stream, le littoral nord-ouest de la presqu'île, du cap de Flamanville au magnifique village d'Aumonville-la-Roque. Le petit port de Barfleur, situé à l'extrême est du Cotentin, présente lui aussi les mêmes caractéristiques. C'est un des plus beaux villages de France qui accueille aujourd'hui de nombreux navires de pêche traquant la moule sur les gisements et au-delà du Rhin. C'est d'ici qu'est parti Guillaume le Conquérant en 1066 pour envahir l'Angleterre. Si les îles Chauzet, rochers balayés à longueur d'année par les vents et les courants violents, offrent peu d'abri aux navigateurs qui ne connaissent pas le secteur, il est toujours passionnant de s'y arrêter de temps en temps, le temps d'une marée, et de découvrir la mer qui se retire, laissant place à d'énormes rochers émergents, parsemés de grands champs de laminaires. La station est dépôt à l'intérieur de Crevaux avec le numéro de 413 053 000, ici le Crevaux sur le canal 16 dans le C'est de Dielette et de son nouveau port de plaisance déjà rempli que nous appareillons aujourd'hui. Dielette fut pendant des siècles un petit port de pêche adossé au cap de Flamanville et protégé par une longue jetée de granit. Il fut également, avec Carteret, l'un des principaux ports de liaison avec les îles anglo-normandes. Au large, on arrive rapidement sur un des derniers souvenirs de la richesse locale, la mine de fer. Son transbordeur, aujourd'hui abandonné, reste le dernier témoignage maritime d'une activité importante pendant un demi-siècle. Aujourd'hui, ces piliers offrent un refuge inespéré à de nombreuses colonies de poissons, anémones et coquillages. Si de la mine de Dielette et de son avancée maritime, il ne reste plus que le transbordeur, également appelé wharf, la richesse locale a été remplacée aujourd'hui par la centrale de production électrique, située sur le cap de Flamanville, de la hauteur jusqu'à la mer. Et c'est en face de ce cap que l'on trouve bon nombre d'espèces marines attirées par les courants créés par cette avancée naturelle. La force de ces courants, celle du flux et du reflux, brassant sans arrêt ces eaux peu profondes et claires, permettent aux organismes vivants d'y trouver à leur guise soit un abri tranquille de chaque côté du cap, soit un terrain de chasse privilégié au large de la péninsule.
Bleue, franche, mais toujours de forme effilée, la julienne ou morulingue dans le Cotentin se caractérise par un barbillon mentonnier de taille supérieure au diamètre de l'œil. La julienne se déplace près du fond et ses lieux préférés d'habitat sont les épaves, où elle peut se protéger du courant qui les gêne. Sa carapace, qui est verdâtre ou brun rougeâtre, peut atteindre 10 cm. Et sa marche à reculons font reconnaître de tous le crave vert. La femelle est reconnaissable par son ventre orange. Il est très vorace et s'attaque à tout ce qu'il trouve sur son chemin. Restes de poissons, vers, petits animaux, mais aussi des coquillages qu'il ouvre avec ses pinces. Il peut ainsi dévorer jusqu'à 50 jeunes huîtres par jour. À sa décharge, il a de nombreux prédateurs. L'homme qui le pêche pour l'ajouter à la soupe de poisson, les mouettes et goélands qu'il attrape à la basse mer. Maias quinado est le nom de notre araignée de mer, très commune sur nos côtes, surtout au printemps où elle se regroupe pour frayer. Poisson sportif s'il en est un, le bar est le roi des poissons de la Manche. Appréciant particulièrement les zones de fort courant et de mer agitée, il est ici chez lui. De la famille des percidés, on le trouve le plus souvent dans les fonds rocheux et les algues. Il peut mesurer 1 mètre. Jeune, il se déplace par banc, puis s'isole à l'âge adulte. Sa bouche, de poisson happeur, est dite protractile, car elle peut s'ouvrir comme une trappe, ce qui lui permet, comme c'est un excellent nageur, de rattraper la plupart de ses proies à la course pour ensuite les avaler d'un seul trait. Ce magnifique escargot est en fait un Lunatia catena, une natis. Il n'est pas rare de le trouver dans les eaux de la Manche où il affectionne plus particulièrement les fonds sableux qui lui permettent de trouver sa nourriture. La natis vit enfouie dans le sable où elle chasse ses proies, des mollusques bivalves. Une fois détectée, la victime est fermement maintenue par le pied de la natis qui perce alors un trou dans sa coquille et y injecte un poison qui lui permettra ensuite de sucer son repas. Allongés et camouflés en algues, les lièvres de mer sont des mollusques qui se déplacent en rampant comme une limace sur les fonds marins ou encore sur les algues. Lorsque le lièvre de mer sent un danger proche, il libère, comme les céphalopodes, une encre violette qui le protège de ses prédateurs. S'il n'est pas rare de croiser un poisson lune dans la Manche, en surface, alors qu'il se fait dorer au soleil, il est plus rare de pouvoir l'approcher en plongée sous-marine. C'est un animal qui peut atteindre 3 mètres, pour un poids de 2 tonnes. Mais rares sont les individus de cette taille à proximité de nos rivages de Normandie. Et sa pâleur, dans le bleu de l'océan, fait penser à une apparition de la pleine lune s'éloignant dans un nuage de brume. La coquette, de son nom latin Labrus mixtus, est le représentant le plus coloré de la famille des Labridés. Si cette espèce est assez commune sur la côte ouest du Cotentin, on ne la trouve que très rarement sur les côtes est et nord. C'est une espèce protogyne, qui signifie que l'animal est d'abord femelle, puis devient mâle après 5 années. Comme ses cousines les vieilles, la coquette se nourrit de petits crustacés et mollusques, éventuellement d'autres petits poissons, mais ne refuse pas de se laisser tenter par un ormeau abondant sur nos côtes. Elle peut atteindre, après une vingtaine d'années d'existence, un bon kilogramme. Appelée griset ou plus localement brème, la dorade grise affectionne nos côtes rocheuses où elle se nourrit de nombreux petits poissons et crustacés, de vers mais aussi d'algues. D'abord femelle, notre dorade devient mâle dans sa 8e année. Elle se reproduit en mai-juin, le mâle construisant un nid oxygénant et protégeant les œufs. Généralement, si son corps est gris, la coloration de la dorade varie en fonction de l'âge du poisson. Ainsi, les jeunes dorades ont une teinte à dominante grise avec des reflets marrons, tandis que les adultes ont des reflets bleus et mauves. De
l'anse de Vauville à la baie de Kerviel, la Hague est en quelque sorte une presqu'île dans la presqu'île. Du nom viking Hag, Hug ou Hog, qui signifie petite butte. Ces paysages nous apportent la certitude d'être au bout du monde. La vue varie d'un instant à l'autre et le même rivage, s'il est aperçu le matin ou le soir au soleil couchant, ne vous donnera ni la même perspective, ni les mêmes sensations. Ces falaises abruptes ne reflètent jamais le soleil de la même manière, et si quelquefois on y aperçoit ces lampes parsemées d'ajoncs, souvent nos yeux doivent naviguer entre les monts de brume pour entrevoir ces maisons de granit si caractéristiques avec leur toiture en schiste. Parfois, durant l'hiver, vous vous plairez à rêver sur un coucher de soleil en vous souvenant de la légende de la Dame Blanche. Le lieu jaune, ou Polacius polacius, appartient à la famille des Ganidés, et dans le Cotentin, les petits lieux sont appelés également collins. Comme la morue dont il se distingue par sa forme plus effilée et l'absence de barbillon, le lieu est un habitué des côtes de notre presqu'île. Il privilégie les habitats couranteux pour la chasse, mais apprécie surtout les hautes roches de la côte nord-ouest du Cotentin, où il peut se reposer. Le lieu est un poisson qui vit essentiellement en banc, d'individus de même taille. Et si les plus gros de 4 à 6 kg vivent plutôt au large à l'abri des épaves, les individus de taille moyenne privilégient les côtes et le haut fond, riches en algues et en nourriture. Quelquefois surnommée le bar de roche, bien qu'elle n'ait pas grand-chose à voir avec le bar, la vieille, appelée également vrat en Normandie, est un beau poisson bariolé, quelquefois rouge à pois blancs, mais aussi rousse, verte et marbrée suivant l'âge ou son degré d'excitation. C'est un abridé qui vit sur les fonds rocheux dans lesquels elle peut trouver de nombreux abris et aussi sa nourriture, constituée de mollusques et de crustacés. Elle est active le jour et se réfugie dans son abri pour la nuit. C'est un prédateur actif qui attaque autant les autres poissons que les crevettes, et surtout les ormeaux qu'elle croque avec ses petites dents pointues en attendant que l'animal, saigné, finisse par mourir. De la famille des crustacés, le homard est assez répandu sur nos côtes normandes, riche en habitats naturels. S'il aime s'abriter sous les roches de nos rivages qui lui permettent de vivre et de se nourrir en paix, il est plus spécialement attiré par les épaves. Les épaves, peu nombreuses pourtant sur la côte ouest du Cotentin, leur offrent des logements artificiels qui leur permettent à la fois de se cacher la journée, mais surtout de se nourrir la nuit, tant la vie est riche autour et dans ces épaves. Nous sommes au large de Goury et c'est le 9 avril 1915 à 22h, par un fort vent de nord-ouest et une mer agitée, que le Guernsey, petit cargo à vapeur britannique, heurte le rocher de la Foraine au large de la baie avec 18 membres d'équipage. Alors que le canot de sauvetage ramène les rescapés vers Cherbourg, le petit caboteur, ballotté par la houle, coule par une trentaine de mètres de fond. Aujourd'hui, ce sont des milliers de tacos qui l'habitent en permanence, mais bien entendu également de nombreuses espèces de poissons,
comme le congre ou encore la julienne qui profitent de cette maison sous la mer pour se protéger des courants. Les crustacés y ont eux aussi installé leur quartier. Et comme dans la plupart des épaves, les homards y sont omniprésents. Si dans la plupart des épaves de notre région, on peut apercevoir des congres en abondance, c'est parce que cet animal adore se cacher et s'approprier un logis déjà construit, comme une tôle ou un morceau de tuyau. C'est un prédateur né. Il reste tapi, à l'affût, au bord de son trou, en attendant qu'une proie passe à sa portée. Son plat préféré étant le homard, dont il partage quelquefois l'habitat, en attendant patiemment que ce dernier mue pour enfin le dévorer. Lorsque l'on plonge dans les eaux de la Manche, il n'est pas rare, au détour d'un caillou, de tomber nez à nez avec un congre. On en trouve très fréquemment dans les roches granitiques qui bordent le littoral de Flamanville à Aumonville. Ces coraux sont des cnidaires marins dont le squelette est constitué par une matière organique, entourée d'un tissu mou où se trouvent de petits animaux, les polypes. La particularité de cette grande gorgone est que sur nos côtes, elle réside presque exclusivement au pied des hautes roches que l'on trouve entre Aumonville et le Raz-Blanchard. Effectivement, il est extrêmement rare d'en apercevoir en plongée dans le nord cotentin et jamais sur la côte est. Considérons-nous aujourd'hui comme des privilégiés de pouvoir admirer ces coraux d'eau froide vivant à quelques kilomètres de nos côtes à partir d'une vingtaine de mètres de profondeur. D'une taille dépassant rarement le mètre, la gorgone se plaît ici, protégée des courants par les cailloux qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Si la gorgone vit au pied des hauts fonds, c'est qu'elle préfère des zones peu éclairées. C'est la raison pour laquelle elle se cache quelquefois très profondément dans les nombreuses grottes naturelles formées par des excavations rocheuses. Le taco est un poisson qui vit en grand nombre près de nos côtes, et les bancs que nous approchons sont compacts, gênant souvent la visibilité du plongeur. Le moindre morceau d'épave, le moindre caillou ou rigue de sable l'attire irrémédiablement. Et dans ces eaux rocheuses de la côte ouest du Cotentin, le taco est présent à chacune de nos plongées. Durant la journée, le homard sort peu de son abri et le nettoie régulièrement des restes de ses repas. Morceaux de petits crabes arrêtent des poissons attrapés la nuit. Il s'arrange également pour que son gîte soit toujours libre d'accès et pour cela déplace régulièrement cailloux et sédiments qui pourraient en obstruer l'entrée. La nuit, grâce à son odorat surdéveloppé, le homard part en chasse. Bien qu'il tente souvent d'attraper les poissons qui passent à sa portée avec sa pince coupante, il se nourrit le plus fréquemment de coquillages, de vers et d'autres crustacés. La crevette rose, également appelée bouquet, vit sur nos côtes, à l'abri des rochers et des algues où elle trouve nourriture et refuge en abondance. On la trouve à la basse mer et est également pêchée au casier par les professionnels du milieu de l'été aux premières fraîcheurs de l'hiver. Elle doit constamment se cacher des nombreux poissons qui vivent avec elle dans ces éboulis rocheux. Tout comme le homard, c'est la nuit qu'elle se nourrit, en profitant ainsi pour échapper à ses nombreux prédateurs. La coquille Saint-Jacques, si c'est un animal sédentaire, se déplace pourtant en claquant ses valves sur de courtes distances. Elle se fatigue très vite, mais peut parcourir d'impressionnantes distances lorsqu'elle est aidée par le courant.
Elle mesurera 17 cm dans sa taille maximum et est hermaphrodite, comportant à la fois la semence et les œufs dans le corail, si réputés dans les restaurants de Normandie. Si elle préfère les fonds sableux de la baie de Seine, elle ne dénigrera pas non plus les repères tranquilles de la Hague, où entre deux cailloux, elle sera à l'abri de ses prédateurs. Lorsque nous plongeons dans les eaux peu profondes, nous sommes toujours émerveillés par des centaines de fleurs colorées cachées sous les algues. Fixée au rocher du littoral à la marée basse, l'anémone de mer peut vivre jusqu'à la marée suivante. Elle est surnommée ortie de mer, car certaines sont quelquefois urticantes. Elle se nourrit de larves, de petites crevettes qu'elle capture avec ses tentacules. Nous arrêtons notre voyage au sein des eaux claires et poissonneuses de cette partie magnifique de notre presqu'île, dans le petit port de Montville-la-Roque. Il y a maintenant fort longtemps, le port était utilisé comme mouillage et abri pour les navires qui n'avaient pas la puissance d'affronter les terribles courants du Rapanchar. Aujourd'hui, sa digue et sa profondeur lui permettent d'être un port à part entière où s'y côtoient pêcheurs professionnels et plaisanciers. Ses abords sont difficiles par mauvais temps de nord, mais lorsque l'on a passé la première balise verte, on aperçoit le village juché entre deux vallons. Au Montville-la-Roque est surtout réputé par la présence toute proche d'importants gisements d'ormeaux. Des côtes nord et est de la presqu'île du Cotentin, s'il est bien un animal réputé, c'est la gouffigue, ou encore l'ormeau, qui curieusement disparaît complètement lorsqu'on dépasse le cap de Barfleur. Ici, sur la côte ouest, il est chez lui, broutant les forêts de la Minère. Craignant la lumière, il se déplace surtout la nuit et reste dans la journée fixé sur des rochers ombragés dans la zone des marais. Mais l'ormeau devient de plus en plus rare sur nos côtes, attaqué aujourd'hui par de nouvelles maladies, par ces nombreux prédateurs que sont les vieilles en abondance, les crabes, les étoiles de mer, et surtout l'homme, tant sa chair est prisée et réputée dans notre région. L'ormeau est hémophile, ce qui signifie que pour lui, la moindre blessure est fatale, et ses prédateurs l'ont bien compris. Les jeunes individus sont souvent attaqués par les vieilles qui les blessent et attendent patiemment que l'animal s'affaiblisse et se détache du rocher protecteur pour le déguster. À chaque plongée effectuée dans les eaux bordant le littoral de la Manche, sur des fonds sablonneux ou encore de roches ou bien des épaves, le plongeur est accompagné en permanence par de petits blennies qui viennent lui mordiller le bout des doigts lorsqu'il remue le sédiment. La coquille aplatie en forme d'oreille, bordée d'une rangée de trous si particuliers, protège l'ormeau des dangers qu'il court. L'intérieur en est tapissé d'une épaisse couche de superbes nacres colorées et irisées. L'ormeau peut vivre jusqu'à une quinzaine d'années, mais ne se reproduit que sur des courtes durées, de 2 à 3 ans, lorsque sa coquille atteint entre 5 et 8 cm.
Bien connu sur les côtes de la péninsule, le crabe dormeur, ou tourteau de son vrai nom, Cancer paragus, est un gros crabe réputé par la force de ses pinces. Il n'est pas rare que dans la Hague on trouve des spécimens de plusieurs kilogrammes, alors qu'ils sont plus petits sur la côte est du Cotentin. De couleur chamois, le tourteau est facilement reconnaissable avec les extrémités des pinces et de ses pattes colorées en noir. Si le tourteau se plaît dans les roches de la côte ouest, il ne dédaigne pas non plus les fonds sableux de la baie de Seine où on le retrouve enfoui sous plusieurs centimètres de sédiments. Ce crabe, qui peut vivre 20 ans, est un prédateur impitoyable qui se nourrit essentiellement de mollusques. L'araignée de mer a 2 antennes entre les yeux. Ses pattes ondulatoires sont velues et longues, sauf la première paire qui a comme deuxième particularité d'être munie de petites pinces. Sa carapace est moins large que longue et recouverte de nombreuses épines. Si la nôtre est rouge, elle peut être quelquefois rose ou blanche. Cependant, sa carapace étant souvent recouverte d'algues et de coquillages, sa couleur est difficile à déterminer. Si la durée de vie de l'araignée de mer est de l'ordre de 7 à 8 ans, on l'appelle moussette lorsqu'elle est juvénile. Lorsqu'elle devient adulte, l'araignée de mer fait au début de l'hiver une migration de descente qui l'amène au large, sur des zones d'une profondeur supérieure à 50 mètres. En Manche, à ce déplacement côte large, s'ajoute un mouvement vers l'ouest. Et c'est à partir d'avril qu'a lieu la migration de remontée, qui lui donnera la possibilité de se regrouper pour se reproduire.